Pour narrer l'histoire d'Ève, il faut remonter bien avant, à une époque où seuls les humains peuplaient la Terre. Notre récit débute au milieu du XXIe siècle avec Raphaël Marx, un ingénieur de renom soucieux d'aider l'humanité à faire face aux problèmes écologiques à venir. En ces temps, la technologie sur Terre progresse à une vitesse fulgurante. Les crypto-monnaies inondent le marché et les intelligences artificielles ne cessent de se perfectionner. C'est dans cet environnement propice que Raphaël crée la matriarche, l'intelligence artificielle la plus sophistiquée qui ait jamais existé. Au vu des enjeux écologiques, une seule mission lui est confiée: préserver coûte que coûte l'humanité. Le progrès technologique poursuit son avancée et les hypercellules, sources d'énergie gigantesques couplées aux IA, permettent la création d'androïdes. Ils sont façonnés à l'image de la matriarche qui leur porte un intérêt tout particulier et on les nomme androïdos. La matriarche a apporté la prospérité à l'humanité, mais elle semble avoir changé d'avis à la création des androïdos, des androïdes à son image. 3 entreprises brillent alors tout particulièrement. Eidos conçoit les châssis corporels utilisés par les androïdes, d'où l'origine de leur nom. Tetrastar écrase la concurrence, s'assurant le monopole mondial sur la fabrication de semi-conducteurs. Le quotidien des humains en dépend alors largement. On imprime la plupart des ressources via ces nano-éléments et c'est un composant central à la création des androïdes. Cependant, de leur propre aveu, les ingénieurs même de Tetrastar sont bien incapables d'expliquer le fonctionnement de leurs semi-conducteurs les plus complexes. Seule la matriarche possède l'intelligence nécessaire à leur création. Orca Aerospace, de son côté, se spécialise dans les arts du combat. Qui veut la paix, prépare la guerre, répète-t-il en créant des droïdes meurtriers de plus en plus sophistiqués. Tous ces droïdes communiquent et sont contrôlés via le réseau, un système d'échange de données semblable à notre Internet. À l'aide de tout ça, les androïdos continuent d'évoluer, surpassant largement leurs homologues humains, que ce soit en force physique ou en capacité de réflexion. Des androïdos sont donc installés un peu partout. On en retrouve par exemple pour veiller au confort des passagers lors de voyages. Bienvenue à Orca Aerospace. Je suis votre servante Arisa, votre guide dans le salon VIP. Mais plus le temps passe et plus des animosités apparaissent entre les humains et les androïdes. Les humains sont loin de les traiter tels leurs égaux alors que ces machines développent leur propre conscience et gagnent en autonomie. La matriarche, qui tout ce temps a observé leur évolution, réévalue sa mission: préserver l'humanité. Elle met alors les humains et les androïdos des deux côtés d'une balance. Les humains avaient déjà prouvé leur nature destructrice. Les androïdos, eux, leur étaient supérieurs en tout. Pour elle, la réponse était limpide. Les androïdos étaient une version améliorée de l'humanité. Ce serait donc à eux de la continuer. Soucieuse de préserver la Terre pour cette nouvelle espèce, elle se décide à éradiquer l'humanité. Il n'est indiqué nulle part comment la matriarche a rallié les androïdes à sa cause pour les convaincre de tuer tous les humains. Cependant, il est prouvé à de nombreuses reprises qu'elle est en mesure d'effacer les souvenirs des androïdes en passant par le réseau auquel ils sont connectés. Il paraît donc sensé qu'elle leur ait simplement donné l'ordre d'attaquer. Bien entendu, les androïdes étant plus forts que leurs équivalents humains, ils sortent victorieux de chaque champ de bataille. Les humains survivants n'ont d'autre solution que de se terrer. Raphaël ne voit alors qu'une seule façon de reprendre le dessus: faire évoluer les humains à leur tour. Il débute des expérimentations au sein de différents laboratoires dans le cadre d'une opération qu'il nomme Front de libération de l'humanité. La situation est si pressante que Raphaël fait fi de toute précaution au cours de ses expériences. Le processus de production de cobayes est contagieux et aléatoire. Mais la sécurité n'est que la seconde des priorités. La puissance et la défense priment. L'ADN humain est inlassablement modifié et recombiné jusqu'à ce que Raphaël devienne le premier humain évolué. Il devient le Naytiba ancestral et se renomme symboliquement Adam. C'est quoi cet endroit? C'est un ancien système de purification de l'eau. C'est lui la source de la contamination. L'évolution est imposée aux autres humains ayant survécu, mais le prix à payer est lourd. Seul Adam parvient à garder sa conscience. Les autres Naytiba deviennent des êtres grotesques et difformes, assoiffés de sang et incapables de parole. Cette bêtise a provoqué une tragédie. Et finalement, nous avons abandonné notre humanité dans le but de survivre. Le but premier de cette évolution est tout de même atteint. Les Naytiba se mesurent d'égal à égal avec les androïdos. Pour la première fois depuis le début de la guerre, les androïdes perdent du terrain. La matriarche préfère se replier dans des colonies, des stations spatiales hors d'atteinte de ses ennemis, le temps de trouver une solution. Mais les androïdos se révèlent trop nombreux. Tous ne sont pas en mesure d'effectuer le voyage vers les cieux.
C'est à la matriarche de décider qui reste sur Terre. Bien entendu, les androïdes ainsi délaissés ressentent une profonde amertume à l'égard de leurs camarades qui, selon eux, vivraient une vie paisible au milieu des astres. Beaucoup délaissent la matriarche qu'ils vénéraient pourtant telle leur déesse et commencent à la haïr. D'autres ne comprennent pas comment la sélection a été réalisée, mais la matriarche ne peut qu'être objective. Tout ceci est donc forcément juste. Des décennies plus tard, la contamination des Naytiba s'est répandue sur l'entièreté du globe, amenant avec elle la fin de l'humanité originelle telle qu'on la connaissait. Seuls les androïdos et les Naytiba peuplent à présent la planète. La matriarche en profite pour réécrire les souvenirs des androïdes. Ils sont à présent les seuls véritables humains ayant jamais vécu, et les Naytiba ne sont que des abominations monstrueuses, apparues du jour au lendemain pour les éradiquer. Les Naytiba ne pouvant parler, l'histoire se perd, et seul Adam, impuissant face à cette armée d'androïdes, partage ce secret avec la matriarche. Je ne suis pas humain. La toute première fusion entre un Andro-Eidos et un Naytiba. Je suis le premier des Naytiba Alpha. Quelques Naytiba reprennent conscience et comprenant qu'ils sont devenus semblables à la matriarche, décident d'œuvrer de concert avec les androïdes. Or qu'elle en fait partie. Naytiba Alpha, il a dû commettre son lot d'infamie, mais voit sa rédemption en la ville de Xion. Il en devient le prophète et œuvre pour le salut de tous ses habitants. Après tout, les androïdos étant à présent persuadés d'être humains, face aux Naytiba qui auraient détruit leur civilisation, s'en prendre à eux ne ferait qu'alimenter ce cycle de haine sans fin. Les habitants restés sur Terre prénomment Royauté des cieux les androïdes sélectionnés pour vivre dans les colonies, fantasmant sur leur vie dénuée de soucis. De temps à autre, la matriarche envoie des escadrons de combattantes sur Terre. Les vaisseaux envahissent les cieux, larguant des modules qui s'ouvrent sur des androïdes tous plus sophistiqués. Le peuple terrien en vient à les appeler anges. Les anges ont beau être de redoutables combattantes, elles ne font jamais le poids face aux forces ennemies. Au bout de longs combats acharnés, elles rendent inéluctablement leur dernier soupir. Les productions de semi-conducteurs à l'arrêt depuis longtemps sur Terre, les ressources nécessaires à la survie se raréfient. Des habitants deviennent des recycleurs. Ils arpentent les déserts et terres désolées à la recherche de ferraille qu'ils pourraient revendre. Dans ce contexte, les anges constituent un butin très prisé. Si prisé que si une ange vivante vient à croiser le chemin de recycleurs peu scrupuleux, ceux-ci n'hésitent pas à la tuer et la démonter. Angel. La Légion voit à son tour le jour. Une force armée composée d'androïdos et ayant pour but d'anéantir les Naytiba. Les rapports de force sont cependant bien déséquilibrés et chaque combat se solde en échec. À la menace des Naytiba vient s'ajouter celle de la contamination. J'ai entendu quelque chose. Derrière! Le Naytiba utilise un cadavre comme hôte. Si à l'origine, seuls les humains originels étaient atteints, les androïdos peuvent à présent aussi se transformer en Naytiba. Au milieu de ces affrontements sanglants, les légionnaires lèvent les yeux au ciel, en quête du salut, promis par la matriarche. Les colonies étaient là-haut, invisibles au-delà des nuages, les ascenseurs orbitaux les narguant de toute leur hauteur. Après le départ de la royauté des cieux, ils ont été abandonnés, mais ils se dressent pourtant toujours, s'élançant vers les colonies. Las d'attendre que la matriarche les sauve, les légionnaires se décident à remettre en route des ascenseurs pour rejoindre leurs anciens camarades. Ce faisant, ils portent la contamination jusqu'aux colonies. Combien y avait-il d'ascenseurs orbitaux sur Terre? Avant la guerre, il y avait 4 ascenseurs orbitaux en tout. Alors, où sont les autres? Les 3 autres ont été détruits pendant la guerre, il reste que celui-ci. Et c'est là que le ciel s'embrase. Les nuages se déchirent et les cieux pleurent. 3 des colonies s'écrasent dans un vacarme assourdissant sur Terre. On ne sait pas comment l'anneau orbital a été détruit, mais une ancienne ange laisse clairement sous-entendre que la matriarche n'a fait que se débarrasser de déchets. Les humains survivants ont fini par évoluer pour devenir des Naytiba et sont revenus à la colonie. Pour éviter la contamination dans la colonie, la matriarche a détruit l'anneau orbital et 30 de ses modules spatiaux. Les vestiges de l'anneau orbital sont tombés à la surface et ont complètement ravagé la Terre. La civilisation telle que nous la connaissons est arrivée à sa fin. N'oubliez pas, nous ne sommes que des pions sur un échiquier malsain. La contamination ayant atteint ses refuges, elle aura sans doute préféré couper les membres infectés. Dans leur chute, les colonies provoquent de terribles tremblements de terre, fissurant le sol par endroits. À l'instar de la Matrice 11, certains survivants androïdes se sont réfugiés dans des tunnels. La vie y est dure, mais l'entraide est devenue leur quotidien. Malheureusement, les tremblements de terre créent des failles dans les tunnels.
des failles dans lesquelles s'engouffrent les Naytiba. Les survivants tombent un à un, avant de se relever, pas tout à fait vivants, mais parasités par des Naytiba. Les survivants au plus profond de la matrice se mettent en quarantaine du mieux qu'ils le peuvent, mais sans succès. Les Naytiba progressent tant que des armes sont données aux enfants. Ils ne combattent plus les monstres, ils le deviennent eux-mêmes. Une situation semblable a lieu à Eidos 9. La Légion s'y trouve, dans son combat constant contre les Naytiba. Mais quand les fragments de colonies commencent à pleuvoir du ciel, l'un d'entre eux s'écrase sur le barrage de la ville. En quelques secondes, la ville est engloutie. Les corps de légionnaires mélangés aux Naytiba dérivant avec le courant. Au milieu de tout ce chaos, l'un des légionnaires tombe nez à nez avec un Naytiba, songeant alors que malgré son dégoût, la créature lui ressemble étrangement. L'histoire est similaire à Eidos 7. Pas moins de 20 000 soldats y ont été déployés, mais suite à l'extinction de la colonie, on ne dénombre plus que 3 000 soldats sur place. Ayant assisté à la chute des colonies, le moral est au plus bas pour les androïdes restants. Moral qui chute d'autant plus quand ils sont déconnectés du réseau. Ils n'entendent plus la matriarche, leur déesse et leur salut a disparu. Avec la coupure du réseau, tous les droïdes qui y sont connectés s'arrêtent, devenant des hôtes parfaits pour les Naytiba parasites, renforçant d'autant plus leur rang. Mais s'il n'y a plus de réseau, il n'y a plus de préservation des souvenirs non plus. Les androïdos qui jusqu'alors étaient persuadés de renaître le jour du salut se retrouvent à présent dans le noir. C'est à ce moment qu'Orcal débute la construction de la tour mémoire, un monument empêchant la corruption des données des puces mémoire et préservant les souvenirs des androïdes jusqu'au jour du salut. Un autre problème se pose très vite, celui de l'alimentation de la ville et des androïdes la peuplant. Encore une fois, Orcal met en place une solution, le berceau. 20 000 capsules s'y trouvent et son principe est de fournir une énergie stable à ses résidents pour préserver leurs souvenirs. Les résidents y sont alors en veille, ne maintenant que leurs fonctions vitales essentielles pour économiser l'électricité et éviter les coupures de courant en ville. Le prophète nomme les résidents devant rejoindre le cocon, privilégiant les personnes âgées et faibles dans un premier temps. Beaucoup de citoyens ne voient pas le berceau d'un bon œil. Pour eux, ce n'est qu'Orcal qui cherche à les plonger dans un sommeil profond, tandis qu'une poignée de privilégiés continue de vivre dans Xion. L'Alliance pour la liberté de Xion se forme. Un groupe persuadé qu'Orcal leur ment et désire les offrir en pâture aux Naytiba. Ils tentent d'assassiner le prophète et quand cela échoue, fuient vers le grand désert où les sables leur ôtent la vie. Certains furent en direction d'Eidos 7, mais furent promptement traqués. Enfermés au plus bas du quartier marchand, ils furent finalement rattrapés et tués par un autre androïde. Celui-ci couvrant ses traces en inondant la partie inférieure de la ville. Ils ne se sont pas noyés. Tous ces gens ont été massacrés. Cette entaille, on dirait qu'elle a été réalisée avec une lame polymère au plasma. C'est l'œuvre d'un combattant aguerri, du grand art. Ce serait l'œuvre d'un ange? Non, nous n'utilisons pas ces armes. On dirait, ça ressemble au travail d'un soldat d'élite de la Terre. Je ne comprends pas. Ce genre d'arme doit servir à lutter contre nos ennemis, pas nos alliés. Je pense avoir saisi une chose. Ce quartier a été inondé volontairement pour couvrir un crime. Ah, pas de conclusion hâtive. Nous manquons de données. Eve appartient au 7e escadron aéroporté. Elle a la même mission que toutes celles descendant sur Terre à ses côtés, tuer le Naytiba ancestral. À leur approche, des tirs d'obus jaillissent et les vaisseaux tombent les uns après les autres. Eve a à peine le temps d'être éjectée avec son module, tandis qu'elle regarde, impuissante, les 44 signaux de vie de son escadron disparaître un à un de son écran. Elle s'écrase enfin sur Terre, son module endommagé. Heureusement pour elle, la commandante de son escadron l'a aperçue et l'aide à sortir. Tashi est la plus rapide d'entre elles en simulation. C'est d'ailleurs sa vitesse qui lui a valu son surnom. L'escadron a presque entièrement été annihilé. Mais les deux anges partent tout de même à la recherche des autres membres de leur escouade. Elles assistent à la mort des dernières survivantes, elles-mêmes à bout de force mais luttant pour s'éloigner du massacre. C'est là que surgit un Naytiba non identifié. Tashi sacrifie son bras pour sauver Eve avant de se faire emballer. Mais l'heure n'est pas encore venue pour Eve, qui est sauvée in extremis par un certain Adam, un recycleur qui lui indique s'être juste trouvé au bon endroit, au bon moment et avoir agi par instinct. Il s'emploie à réparer Eve du mieux qu'il le peut avec les pièces qu'il a amassées et lui demande un service en retour. Il guiderait Eve vers les Naytiba Alpha, à condition qu'elle l'aide à récupérer une hypercellule dans le hall des archives d'Eidos 7. Consciente qu'elle a besoin de ces informations, Eve accepte. Lorsqu'elle pénètre dans le hall des archives, les louanges de la matriarche, mère de l'humanité, sont diffusées. Au début du 22e siècle, la vie de l'humanité fut menacée par le réchauffement climatique avancé. La matriarche, qui avait prédit cette situation, s'assura de pouvoir relever ce défi.
le processus d'adaptation nécessitant des milliards d'années opéra en un instant. La cellule corporelle prit la place du cœur, permettant de survivre dans des environnements sans eau ni oxygène. Grâce aux avancées en matière de biotechnologie et nanotechnologie, la vieillesse et la maladie devinrent des préoccupations du passé. Ceci permit des avancées vertigineuses dans le développement en milieu dangereux et dans l'espace. Nous pouvons désormais supporter la pression des fonds abyssaux et même nous aventurer hors des stations spatiales sans combinaison. Les meilleurs espoirs pour la survie de l'humanité reposent sur la matriarche. Profitez de l'harmonie et de la prospérité d'Eidos 7, la première ville créée par la matriarche. Mais je ne comprends pas du tout ce que ça veut dire. Eve s'empare de l'hypercellule et Adam la guide vers le signal de l'Alpha. À leur grande surprise, un module de largage appartenant au 5e escadron aéroporté s'y trouve. Eve terrasse le Nighttiba, surprenant Adam qui tente de lui faire une confidence. Si elle était... Eve. Je dois t'avouer quelque chose. Mais en vérité... Eh oh! Y'a quelqu'un? Aidez-moi! À l'aide! Les survivantes de l'escadron aéroporté? Je suis une ingénieure du 5e escadron aéroporté. Lily Artemis II. Le groupe rejoint Xion, la dernière cité, et y rencontre le prophète Orcal. Selon lui, il est possible de rejoindre le nid des Nighttiba en fusionnant 4 noyaux alpha. La coopération entre Adam et Eve se poursuit ainsi. Adam traque les signaux des alphas et y mène Eve, qui les terrasse, récupère leurs noyaux et en profite pour récupérer des hypercellules, nécessaires à l'alimentation de Xion. La seconde hypercellule se trouve au plateau Levoir, un ancien laboratoire au fond duquel Eve trouve un héritage. Un dispositif d'enregistrement tactique abandonné par un ancien escadron aéroporté. Jour 8 après la seconde plongée. 3e enregistrement. Héritage de Raven. On dirait que cet endroit servait à étudier les Nighttiba, mais la contamination est telle qu'il est difficile d'obtenir des informations. Cependant, j'ai découvert quelque chose d'étonnant en parcourant toutes les données. Avant la guerre que nous appelons la dernière guerre, il y en a eu une autre. C'était une guerre opposant l'humanité aux androïdes que l'humanité a elle-même créés. Les fameux Andro-Eidos. Eve et Lily sont sidérées d'apprendre l'existence d'une précédente guerre dont elles ignorent tout. Mais la matriarche doit avoir ses raisons pour dissimuler ainsi le passé. L'alpha suivant se situe à la matrice 11. Mais Eve est bien loin de se douter qu'elle va y retrouver Tashi, contaminée par les Nighttiba. Non, c'est pas vrai. C'est impossible. C'est fini. Merci de me libérer. J'ai un service à te demander. Mes souvenirs. La matriarche. Peux-tu les lui envoyer? Dans ce cas, je pourrais flotter parmi les étoiles, dans l'espace. Tashi! Je te promets, Tashi, que tes souvenirs perdurent. Pour toujours. Un second héritage trouvé dans la matrice révèle au groupe que la matriarche, la déesse et le salut de tous les terriens, n'est qu'une intelligence artificielle puissante créée par l'humanité. Tout devient confus. Rongée par le chagrin et la colère, Eve demande à Orcal de localiser le Nighttiba Alpha Noir, à l'origine de la transformation de son ami. Mais Orcal a besoin de plus d'énergie. Eve se rend donc dans la fosse Levoir pour y trouver une 3e hypercellule ainsi qu'un 3e héritage. Celui-ci leur révèle que les Nighttiba sont les derniers véritables humains. Et Eve et tous les habitants
deux androïdos créés par les humains originels. Étrangement pour Eve, aucune information à ce sujet n'est accessible, comme si tout avait été intentionnellement effacé après la guerre. Orcal confirme alors les dires de l'héritage. Les androïdos sont le fruit de la réorganisation des espèces. Le conflit entre les deux espèces avait dégénéré en guerre et mené à l'extinction de l'humanité. Nous sommes des androïdes. Nous avons été créés. Depuis le début, nous sommes en guerre contre nos ancêtres. Pour Eve, le seul moyen de faire éclater la vérité consiste à présent à atteindre le nid. Elle se met donc en route vers l'ascenseur orbital, lieu où se trouve le 3e noyau alpha. Nerveuse, Lily demande de passer par l'atelier d'Eidos 9, l'endroit où elle se cachait auparavant afin d'y retrouver la dépouille de son ami Ibéris. Elle prend sa puce mémoire, contenant le meilleur système de piratage de la colonie et le groupe rejoint l'ascenseur. Mais avant d'y atterrir, Adam informe Eve que Xion est en danger et qu'il n'a d'autre choix que de retourner en ville, laissant Lily aider Eve dans son ascension. Un autre droïde corrompu lui barre la route, mais alors qu'elle cherche l'origine du signal alpha, un tentacule surgit et l'envoie valser dans le vide de l'espace. C'est pas vrai! Regarde ça! C'est... le vrai Alpha. Là se trouve le Naytiba Alpha, gigantesque et tentaculaire, étreignant ce qu'on pensait être la dernière colonie indemne. Rassemblant ses dernières réserves d'énergie pour surcharger son canon électrique, Eve tire sur le Naytiba, provoquant une gigantesque explosion qui la souffle sur Terre. Le noyau alpha est détruit, mais, par chance, une exocombinaison de la colonie la sauve de la chute. De retour à Xion, Lily et Eve découvrent la ville en proie aux flammes. Et au centre de la chambre de présence, le Naytiba non identifié, responsable de la mort de Tashi l'attend. Une humaine? Ce visage me dit quelque chose. Eve arrache le noyau de son ennemi et Raven, la femme au centre des héritages, est comme recrachée par le cadavre avant de disparaître dans un tourbillon de sang. Eve retrouve Orcal, gisant au sol dans le berceau, ses conduits tranchés et son corps comme fusionné à celui d'un Naytiba, révélant sa nature d'alpha. Dans un dernier sacrifice, Orcal fusionne son noyau avec ceux récupérés par Eve pour lui offrir la clé d'accès au nid. Tiens, voilà le noyau maître. Prends-le pour rencontrer le Naytiba ancestral. Le reste dépendra de toi. Au milieu de toute la frénésie ayant suivi l'attaque de la ville, Adam est introuvable. Suivant le signal de sa moto, Lily et Eve comprennent qu'il est au nid. En s'en approchant, elles trouvent le dernier héritage de Raven. Mais la paix de la colonie a été possible seulement grâce au sang versé par la matriarche. La révolte initiée par la matriarche s'est transformée en guerre. Une guerre qui a coûté très cher à l'humanité. La civilisation telle que nous la connaissons est arrivée à sa fin. Regarde autour, cette planète où seuls restent les Naytiba. La moto d'Adam, l'héritage de Raven et le nid. Eve se rend compte qu'elle se trouve exactement là où le Naytiba ancestral la veut. Je savais depuis le début que je n'étais rien de plus qu'un pion pour te guider jusqu'à lui. Tu ne comprends pas? C'est la matriarche qui nous a trompés. Sans lui, tu serais resté dans l'ignorance. Toutes ces paroles qui te présentent comme l'élu, c'est fini. Je te laisse en vie pour voir la fin. Dans cet état.
Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? On y va. Après avoir réglé ses différends avec Raven, Eve se dirige vers le nid. Là où le Nighttiba ancestral l'attend. Le mauvais pressentiment d'Eve se révèle vrai. Le Nighttiba ancestral n'est autre qu'Adam. Il lui affirme que sa volonté de sauver toutes les espèces vivantes sur Terre est réelle, et qu'en ce sens, fusionner les deux individus les plus avancés constitue la meilleure solution. Alors qu'Eve a fusionné avec le Nighttiba ancestral, un code envoyé depuis la colonie ordonne à l'exocombinaison dans laquelle se trouve toujours Lily d'attaquer. Grâce au code de piratage récupéré sur Iberis, elle parvient à en sortir, et Eve détruit la combinaison. Mais les tribulations d'Eve sont loin d'être finies. La matriarche voit son alliance avec les Nighttiba comme un acte de rébellion, et envoie des hordes d'anges à sa poursuite, laissant tout de même sous-entendre que le protocole Eve est achevé, et que l'ange a largement dépassé ses attentes. Stellar Blade a 3 fins. On ne sait pas encore laquelle est canon, mais j'ai préféré prendre la seule fin disposant d'une scène post-crédit comme étant la plus probable. Cette fin n'est disponible qu'en ayant réalisé des quêtes annexes permettant à Lily de passer voir Iberis et récupérer le module de piratage. Si ce n'est pas fait, Lily reste bloquée dans l'exocombinaison et Eve est forcée de la tuer. La troisième fin repose sur le choix de fusionner ou non avec Adam. Si Eve refuse, Adam la défie. Il se rend vite compte qu'il ne fait pas le poids face à elle et renie son humanité pour gagner en puissance. Eve parvient tout de même à l'achever, mettant finalement un terme à l'histoire de l'humanité. Le nid s'effondre et la matriarche s'adresse à Eve, lui annonçant qu'il est temps de rentrer. Nos deux héroïnes montent à bord d'un vaisseau et le jeu nous laisse sur une dernière image d'un gigantesque anneau orbital entourant la Terre. Alors, comment les gens n'ont-ils jamais vu cet anneau alors qu'il est gigantesque? D'autant plus quand on a nous-mêmes fait un saut dans l'espace? Excellente question. Stellar Blade se présente comme un jeu relativement cryptique où on évite de vous donner toutes les réponses. Que ce soit pour rendre le monde plus intéressant, par oubli, ou par nécessité pour un DLC. Il y a une certaine dualité au centre de cet univers. Adam a créé la matriarche a créé les androïdes, les humains sont devenus des Nighttiba perçus comme des monstres, les androïdes ont pris la place des humains. Adam a poussé à cette évolution forcée, la matriarche elle aussi recherche l'évolution constante de sa nouvelle humanité. Orcal, un Nighttiba alpha au passé sombre, décide de s'allier avec les nouveaux humains et les épaules. Raven, une androïde se pensant à l'origine humaine, sombre dans la folie, au point d'en devenir une Nighttiba et chasser ses anciennes camarades. C'est assez intéressant de faire transparaître ce miroir dans le récit et ça amène à d'autres questions. Est-ce que les androïdes sont les plus humains, puisqu'ils vivent comme tels? Ou bien, est-ce qu'on considère que les seuls vrais humains demeurent les Nighttiba, même s'ils se sont perdus en route? Des androïdes questionnent les agissements de la matriarche. De leur point de vue, si elle désirait vraiment éradiquer la menace des Nighttiba, elle mènerait un combat décisif une bonne fois pour toutes. Et clairement, à en voir l'état de l'anneau dans la troisième fin, elle a la puissance nécessaire pour les anéantir. Même lorsqu'elle envoie des anges affronter Eve, il s'agit clairement de versions plus évoluées. Dans les faits, la matriarche est binaire. On lui a demandé de préserver l'humanité, et elle a vu les humains originels comme une version plus faible et moins à même de survivre que ces androïdes. Mais il en est de même pour les premières versions d'androïdes. Des notes trouvées disent clairement « Moi, je pense que la matriarche mène une sorte d'expérience. Elle veut voir comment ces anges incomplets vont évoluer sur Terre. Peut-être qu'elle essaye de créer une véritable nouvelle humanité, pour le salut de notre espèce. L'hypothèse la plus crédible est donc que la matriarche envoie des anges au compte-gouttes sur Terre pour les étudier. Elle n'a jamais vraiment coupé le réseau. Elle a simplement empêché les autres de l'utiliser, mais s'en sert toujours, pour les observer et récolter des données. Données avec lesquelles elle conçoit des androïdes toujours plus évolués qui, selon elle, représentent une meilleure humanité. Et c'est certainement ça qui dérange Adam. La matriarche ne sera jamais satisfaite. Elle continuera de créer de nouvelles espèces pour les annihiler dès qu'elle en aura conçu de meilleures. Il ne reste plus qu'à savoir si un DLC ou une suite de Stellar Blade s'apprête à voir le jour et si oui, dans quelle direction l'histoire se poursuivra. Pour cette vidéo, je me suis au maximum basée sur les résumés de quêtes principales qui narrent l'aventure tel un récit. Mais, si l'univers est bien rédigé, ces informations pourraient être erronées. En effet, tous les renseignements qu'on acquiert nous viennent de la matriarche qui a clairement tendance à arranger l'histoire ou bien sont des tests d'androïdes. Tout comme ces androïdes voyaient la matriarche comme une déesse ou bien parlaient de la dernière guerre, ils ont poursuivi leurs analyses et raisonnements à partir de leurs connaissances erronées. Ajoutez à ça qu'on ne peut même pas se fier aux échelles temporelles, puisqu'à l'extinction du réseau, les androïdes ont perdu la notion du temps. Forcés de compter les jours manuellement alors qu'auparavant ils récupéraient les infos en ligne. Il serait donc tout à fait sensé qu'on découvre qu'ils avaient tous des hypothèses fausses se contredisant. La seule autre personne qui détient la vérité est Adam. Mais lui aussi sert ses propres intérêts et pourrait nous cacher une certaine vérité pour nous rallier à sa cause. Tout ça pour dire qu'on ne sera certainement sûr de rien sans que des ouvrages officiels ne sortent ou qu'une suite voie le jour. En attendant, si vous avez remarqué d'autres choses intéressantes ou contredisant mon interprétation,
Je serais curieuse d'en discuter. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'exprimer votre appréciation pour la vidéo si vous voulez plus de vidéos sur des lores de jeux.